Avec deux invités. Bonsoir à vous. Cathy Rothman, vous êtes porte-parole francophone du parti Yesh Atid, dirigé par Yair Lapid. C'est un parti d'opposition. Et Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales. Je précise que vous faites partie du forum Qoheleth qui est à l'origine de ce texte. Donc on va vous donner la parole évidemment. D'abord, votre sentiment à vous, Cathy Rothman. Est-ce que vous êtes scandalisé, un peu comme l'a été finalement Reuven Rivlin, le président de l'État hébreu, par cette fameuse clause? Je dois avouer que Reuven Rivlin a presque dit tout ce que nous pensons. Nous pensons d'abord que cette loi, nous sommes pour une loi pour les nationalités et nous avions déjà présenté une loi sur les nationalités qui était basée sur la charte d'indépendance de l'État d'Israël. Nous pensons que l'État d'Israël doit être un État juif. Mais un État juif, et là j'aimerais quand même citer cette charte parce que là-dessus est basée d'abord la charte, mais basée aussi la proposition de loi que nous avons soumise à la Knesset et qui dit que l'État d'Israël se développera au bénéfice de tous ses habitants, il sera fondé sur les principes de liberté, de justice, de paix, enseignés par les prophètes d'Israël, il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Qu'est-ce qui vous dérange précisément? On va revenir à ce texte, c'est cette fameuse clause qui permet de réserver certaines terres à telle ou telle communauté, c'est ça qui vous dérange? Oui, mais je peux l'expliquer plus simplement. Imaginez qu'en France, on décide de créer une ville ou des villes uniquement réservées aux chrétiens. Et je pense que les gens seraient même pas scandalisés, ne garderaient pas le calme. L'apartheid peut vite être lâché, Emmanuel Navon. Vous en avez conscience de ce risque lorsque vous avez rédigé ensemble ce texte dans le think tank auquel vous appartenez? Il faut bien comprendre que l'article en question, l'article 7b, qui fait controverse et sur laquelle s'est exprimé aujourd'hui le président de l'État, a été formulé à la suite d'une décision de la Cour suprême, ou de la Haute Cour de justice plus exactement en 1989, la décision Avitan, qui a interdit à un citoyen juif d'acheter une maison dans un village réservé à des bédouins. Et il y a donc discrimination contre la population juive qui ne peut pas, d'après la Cour suprême, acheter de l'immobilier ou des terres dans des villages réservés à la population bédouine. Vous avez aujourd'hui en Israël, c'est la réalité, des villages entiers qui sont spécifiquement arabes musulmans, arabes chrétiens, bédouins, juifs, etc. Et la jurisprudence de la Cour suprême, depuis 1989, empêche à des juifs d'acheter dans des villages bédouins, par exemple. Et donc cet article dit la chose suivante. Les communautés qui le souhaitent peuvent s'organiser en villages communautaires, juste des petites communautés, pas des villes, des petits villages de quelques centaines d'habitants, autour d'une identité ethnique ou religieuse commune. Peut le faire, et ça concerne tout le monde. Et cela ne signifie pas, entre parenthèses, que d'autres communautés ne peuvent pas s'y joindre comme minorité, contrairement à la jurisprudence de la Cour suprême. Autrement dit, ce que dit cet article, c'est que les Bédouins pourront continuer de vivre dans leur propre village, et ceux qui le souhaitent également, c'est pas obligatoire, mais des minorités pourront se joindre, et contrairement à ce qu'a dit Reuven Rivlin dans sa lettre ce matin, il a dit cela exclura des minorités. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. L'article 7b, il est en ligne, il est online. C'est d'ailleurs dans sa lettre, Reuven Rivlin dit on pourrait l'interpréter comme ça. Effectivement, on pourrait l'interpréter comme ça, mais c'est pas ce que dit l'article. Là, moi j'ai une question. Alors pourquoi, s'il y avait déjà une charte qui écrivait en quelques lignes tout ce qui était bon pour l'État, tout ce qui précisait qu'il y avait égalité de race, de sexe, pourquoi créer des lois? Maintenant, vous avez donné des exemples, je ne peux pas en discuter, je ne connais pas les cas de juifs à qui on a refusé d'acheter une maison dans un village bédouin. Donc je ne vais pas en parler, mais pourquoi ne pas adopter tout simplement la Constitution, ce qui a été proposé dans la charte d'indépendance? Ce serait bien plus facile, ça propose l'égalité et c'est simple pour tous. La réponse est très simple. C'est qu'il y a eu, juste après l'indépendance d'Israël en 1949, un pourvoi en cassation où la Cour suprême a décidé que la déclaration d'indépendance n'a pas valeur constitutionnelle. C'est une décision de la Cour suprême. Donc la déclaration d'indépendance d'Israël n'a pas valeur constitutionnelle. C'est exact, c'est pour ça qu'on l'a proposé en tant que loi d'ailleurs. Voilà. Donc il y a en revanche des lois fondamentales, telles que la loi sur la liberté individuelle et la dignité humaine, mais il n'y a pas de loi qui définit l'identité et le but de la nation, alors que la plupart des constitutions dans le monde le font. Je rappelle que la constitution de la Ve République en France, les trois premiers mots de la constitution de la Ve République en France, c'est le peuple français. Donc la constitution a été promulguée au nom du peuple français. Et par conséquent, justement parce que ces 20 dernières années en Israël, il y a un activisme juridique de la Cour suprême qui est souvent utilisé pour annuler des lois,
eh bien, il faut une loi fondamentale qui protège justement certaines lois qui ont trait à la nature d'Israël comme État-nation, telle que la loi du retour par exemple. C'est le but de cette loi. Cette loi a été créée justement à cause de l'activisme juridique de la Cour suprême ces 2 dernières décennies. C'est ça son but. Ok, mais ça je suis d'accord avec vous. Et nous sommes aussi, le parti Yeshatid souhaite qu'il y ait une loi sur la nationalité. Mais à nouveau, et je le répète, puisque le texte qui n'est pas dans la Constitution pourrait le devenir, parce que nous avons proposé une loi. Il suffirait d'adopter cela et ça ferait consensus auprès de tout le monde, président de l'État. Je vois que d'autres partis sont tout à fait d'accord avec cela aussi, même au sein du Likoud, puisque Benny Begin avait soutenu cette loi et a été maintenant dénigré, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne vois pas ce que vous faites. Et quand vous parlez de langue aussi, vous parlez de la suprématie de la langue. Pas du tout. La langue arabe n'aurait pas le même statut que l'hébreu. C'est quand même... Ce sujet, j'ai même entendu, pardonnez-moi, dans vos reportages, des contre-vérités. Prenez le texte de la proposition de loi, c'est pas compliqué. Chacun a droit à ses propres opinions et pas à ses propres faits. Moi, je parle du texte de la proposition de loi. Le texte de la proposition de loi dit que l'hébreu est la langue nationale de l'État d'Israël, de la même manière que la Constitution de la Ve République dit que la langue française est la langue de la République française. Et ajoute le texte de loi que l'arabe a un statut spécial et peut être utilisé... Donc n'est plus langue officielle comme l'hébreu. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de langue officielle. C'est-à-dire qu'on a hérité finalement du droit britannique. Et sous le mandat britannique, l'hébreu et l'arabe avaient un statut égal avec l'anglais. La loi fondamentale dit que le langage de l'État, la langue officielle est la langue hébraïque, et donne à la langue arabe un statut officiel également dans les tribunaux par exemple où l'arabe peut être utilisé. Donc la loi formalise, il n'y a pas là de discrimination. Est-ce qu'il y a besoin de formaliser ce qui existe déjà dans les faits? Mais cela n'existe pas justement, cela n'existe dans les faits mais pas dans le droit. Et il y a là un danger, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que à cause de l'activisme juridique de la Cour suprême, qui s'est octroyé, la Cour suprême ces 25 dernières années, s'est octroyé des droits et des pouvoirs, qui fait que depuis 1995, de son propre chef, elle annule des lois sur la base des lois fondamentales, alors même que les lois fondamentales ne disent nulle part que des lois peuvent être annulées sur la base, mais ça c'est un autre débat. Et je n'ai pas terminé. Mais bien sûr que si. Les droits fondamentaux ne disent nulle part que la Cour suprême peut annuler des lois. C'est Aaron Barak qui l'a décidé de façon unilatérale en 1995. Cela n'est basé sur aucune loi. Et justement, parce qu'il y a cet activisme juridique de la Cour suprême qui fait que les gens se pourvoient en cassation sans arrêt et font annuler des lois sur la base des lois fondamentales, il y a déjà une loi qui définit Israël comme un État juif et démocratique, c'est la loi sur la liberté humaine et la dignité humaine. Très bien, on la préserve évidemment, mais il y a un vide juridique. Ce vide juridique, le but de cette loi, c'est de le combler pour pas que demain il y ait des actions à la Cour suprême qui annulent par exemple la loi du retour. J'aimerais revenir quand même sur l'activisme de la Cour suprême. En général, quand la Cour suprême intervient, c'est parce que des députés ou des partis ont fait appel suite à des lois que nous considérons comme non démocratiques, qui sont passées par la Knesset, et la Knesset, pour ne pas prendre position, ont fait appel à la Cour suprême. Ce dernier temps, effectivement, la Cour suprême travaille non-stop. Elle travaille non-stop parce que le gouvernement actuel passe loi après loi, des lois qui ne défendent pas justement les valeurs démocratiques de base de ce pays. Merci, on n'a pas le temps malheureusement. Cathy Rothman, Emmanuel